Bonjour, je suis Carole Bloch, coach parental et thérapeute énergétique. Je travaille principalement avec des parents pour les accompagner dans leur questionnement autour de l'éducation avec les enfants et aussi avec des jeunes enfants et des ados pour dépasser les troubles d'apprentissage et gérer les émotions. Ce que je souhaite vous partager ici dans cette vidéo, c'est une présentation que j'ai déjà faite dans plusieurs écoles pour amener les professeurs à un nouveau regard sur les troubles d'apprentissage. Pour moi, vous allez voir, le mouvement est quelque chose de très important et vous allez pouvoir constater à quel point il est lié à l'apprentissage. Je vous laisse donc découvrir cette vidéo et je vous propose qu'on se retrouve après. Le mouvement au profit du cognitif. À travers cette présentation, j'aimerais vraiment vous amener un nouveau regard sur les troubles d'apprentissage. Je souhaiterais également vous montrer l'influence des réflexes primitifs sur cet apprentissage, vous apprendre à déceler quelques réflexes qui ne seraient pas intégrés, et enfin, vous montrer quelques exercices que vous pourriez faire en tant que professeur en classe, ou alors même en tant que parent à la maison, avec vos enfants. C'est quoi pour vous les troubles d'apprentissage ? J'imagine que vous pensez à des enfants qui n'arrivent pas à lire, ou encore des enfants qui n'arrivent pas à écrire, des enfants qui confondent certaines lettres, ou alors ont des difficultés en calcul. Vous pensez peut-être à la dyscalculie, ou à plein d'autres choses. Ce que l'on rencontre le plus aujourd'hui chez des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, ce sera des enfants qui sont dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques ou autres troubles dys, ou encore des enfants qui manquent de concentration, ou alors étiquetés TDA avec ou sans hyperactivité. Comme vous le voyez aussi sur ces images, ça peut être des enfants qui tirent la langue en écrivant, qui ont une posture complètement voûtée, ils sont avachis sur leur table, ils ont besoin de se mettre très près de leur cahier pour écrire, ou encore ils sont sous tension parce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Et puis il y a des enfants qui vont rencontrer d'autres difficultés, une hypersensibilité au bruit fort, une hypersensibilité à la lumière, des difficultés pour écouter. Ils vont être gênés par des étiquettes de vêtements. Certains pourront marcher sur la pointe des pieds, d'autres seront très maladroits, ou encore apprendre à faire du vélo ou nager sera très difficile pour eux. Ils vont avoir du mal avec tout ce qui est motricité fine, boutonner un bouton de pantalon ou encore une chemise, ou encore faire leurs lacets leur demandera un grand effort. L'écriture, le découpage sera très pénible pour eux. Vous les verrez mâchouiller sans arrêt une paille, un stylo. Ils auront besoin de mâchouiller en permanence. Ou encore, ils vont avoir du mal à se concentrer et à être attentifs. Mais que se passe-t-il donc chez ces enfants alors ? Vous avez ici un schéma qui représente les différentes parties du cerveau. En bas, au milieu en vert, le tronc cérébral. À sa gauche, le cervelet. Puis en rouge, le système limbique. Et en haut à droite, le cortex préfrontal. Les mouvements que font les bébés à la fois intra-utérinement et après leur naissance, pendant les premiers mois et les premières années, partent du tronc cérébral et servent à créer des connexions dans ces différentes aires du cerveau. Si les bébés et les enfants ne reçoivent pas suffisamment de stimulation, entre autres vestibulaire ou tactile, et s'ils n'ont pas la possibilité de bouger assez, alors le cervelet ne pourra pas transmettre aux zones supérieures les connexions neuronales nécessaires au fonctionnement harmonieux des différentes aires. C'est donc à ce moment-là, au moment où l'enfant commencera à apprendre à lire, à écrire, à compter, à faire du vélo ou à nager ou encore différentes activités, que l'on s'apercevra de certaines difficultés, car certaines zones de son cerveau n'auront pas reçu assez de stimuli. Vous pouvez voir ici différentes images de mouvements automatiques que font les bébés. C'est ce qu'on appelle en fait les réflexes primitifs. Vous pouvez voir ceux que vous connaissez certainement, le réflexe d'agrippement, le réflexe de la marche, le réflexe de succion, ou encore le réflexe de Moro, ou encore des bébés qui se balancent d'avant en arrière. Mais c'est quoi alors ces réflexes primitifs en fait ? Ces réflexes primitifs, c'est en fait des mouvements involontaires qui sont observés chez le nouveau-né. Ils apparaissent à différents stades de la grossesse et pendant les premiers mois après la naissance. Ils se développent environ jusqu'à 1 an.
Mais en fait, ils représentent un facteur essentiel dans la mise en place de nos comportements, de nos réactions et attitudes, de notre réussite scolaire, ainsi que de notre vie émotionnelle et cognitive. Mais à quoi servent-ils? Les réflexes primitifs représentent en fait les compétences de base pour l'apprentissage, c'est-à-dire que tous les mouvements que font les bébés à la fois intra-utérinement, dans les premiers mois et les premières années de leur vie, représentent des connexions neuronales. S'ils n'ont pas la possibilité de faire tous ces mouvements pendant ces premières années, cela va créer des troubles au niveau des différentes connexions de leur cerveau et entraînera par la suite des troubles d'apprentissage. Que se passe-t-il alors chez ces enfants? Si les réflexes primitifs ne se sont pas bien intégrés dans la petite enfance, en général dû à un manque de stimulation vestibulaire, tactile ou proprioceptive, cela va occasionner des mauvaises connexions neuronales entre différentes aires du cerveau, ainsi que des surcharges du système nerveux, ce qui entraînera des troubles d'apprentissage, de l'attention et d'activité. Je vais vous montrer maintenant les principaux réflexes qui sont liés aux difficultés scolaires. Alors, le premier dont on va parler va être le réflexe tonique asymétrique du cou, qui est un réflexe aussi que l'on retrouve beaucoup chez les enfants qui ont des troubles de dyslexie. Donc, travailler sur ce réflexe-là améliorera très nettement les troubles de dyslexie. Donc, comment, en tant que professeur, vous pourrez les repérer en classe, par exemple? Vous verrez un enfant qui manquera d'équilibre ou de coordination, qui aura des difficultés pour les activités bilatérales et croisées, une faible motricité fine, des difficultés avec les mathématiques, des difficultés en écriture et en orthographe ou pour écrire des 8. Il aura aussi beaucoup de problèmes pour se concentrer. Utiliser les ciseaux sera très difficile pour lui. Vous sentirez aussi qu'au niveau oculaire, il aura du mal à suivre de façon régulière. Il appuiera de façon très excessive sur son stylo. Ou alors, comme vous pouvez le voir en haut de la feuille à droite, il aura une écriture pas du tout claire. Un autre réflexe que l'on retrouve beaucoup dans les difficultés scolaires est le réflexe tonique symétrique de cou. Comment les repérer en classe? Donc vous allez avoir des enfants qui vont avoir une faiblesse de la posture. Vous voyez les images que j'ai mises sur votre droite. Ils vont avoir tendance à se pencher sur la feuille à l'écrit, à s'asseoir en W. Ils vont enrouler leurs jambes autour des pieds d'une chaise. Des difficultés pour faire des roulades. Des difficultés visuelles de loin, de près pour recopier les choses au tableau. Ce sera très difficile pour eux de faire des jeux de ballon. Ils auront une faible coordination entre l'œil et la main. Des difficultés aussi à l'écrit et en lecture, pour rester assis, pour recopier et une faible concentration. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'évidemment, les enfants n'ont pas besoin d'avoir toutes ces caractéristiques, mais si vous en repérez déjà certaines, alors alertez-vous par rapport aux réflexes primitifs. Autre réflexe, le réflexe de Landau. En classe, vous verrez encore une fois des enfants ayant un faible tonus musculaire, une mauvaise mémoire à court terme, des maladresses dans le bas du corps, ils vont avoir des difficultés pour sauter et bondir, ils vont avoir des mouvements raides et assez gauches, et encore des difficultés pour nager la brasse. Voici un autre réflexe lié aux troubles d'apprentissage, le réflexe tonique labyrinthique. Alors, comment vous pouvez les repérer en classe? Les élèves vont avoir une posture très affaissée, la tête qui tombe sur le bureau. Ils vont parfois avoir des jambes qui s'enroulent autour de la chaise. Ils peuvent avoir le mal des transports, peur des hauteurs, vont perdre l'équilibre. Ils seront très maladroits, auront des difficultés d'accommodation. Et pendant une dictée, beaucoup de difficultés d'écouter et de voir le mot en même temps dans leur tête, ou de rester tranquille et d'écrire en même temps. Le réflexe de Moreau peut être aussi un réflexe lié à certains troubles d'apprentissage. Vous le repérerez en classe, par exemple, en voyant des enfants qui manquent de coordination ou qui ont un mauvais équilibre, qui ont des réactions très fortes de colère ou un effondrement face au stress, une hypersensibilité à la lumière, au mouvement, au son, au toucher et aux odeurs, ils sont très sensibles. Ils vont avoir des difficultés visuelles, de lecture et d'écriture, une très faible adaptation au changement, ce sont des enfants qui ont un fort besoin de sécurité.
et qui alterne fortement entre l'hyperactivité et l'extrême fatigue, et enfin une grande addiction au sucre. Un autre réflexe qui est lié aux troubles d'apprentissage est le réflexe de Galland. On peut le repérer notamment par les difficultés d'attention, une mauvaise concentration, une mauvaise coordination, des enfants qui n'aiment pas les vêtements serrés, une mauvaise mémoire à court terme, des troubles d'agitation. Et enfin, une des problématiques aussi qui est très liée à ce réflexe est l'énurésie pour des enfants au-delà de 5, 6, 7 ans qui font pipi au lit. Cela peut être dû à un réflexe de Galland qui n'est pas intégré. Donc en 2 ou 3 séances, travailler sur ce réflexe est très utile puisqu'il fera disparaître les troubles d'énurésie. Enfin, ces réflexes Babinski, plantaires, réflexes de succion, qui concernent les pieds, les mains et le visage, vont avoir vraiment un rôle très important dans l'apprentissage et le développement de la coordination, de l'écriture et du langage. En classe, vous verrez des enfants qui peuvent avoir un retard langagier, qui ont des difficultés d'expression, des troubles de la déglutition, des rapports sociaux difficiles, qui bafouillent, bégayent, ou également qui tiennent très fort leur stylo. Pour illustrer ce que je viens de dire, il y a tout de même des études qui ont été réalisées sur les liens entre les troubles d'apprentissage et les réflexes. Il y a des recherches donc qui ont été réalisées sur 3000 enfants entre 1 an et 18 ans et qui ont montré vraiment une corrélation entre une faible intégration des réflexes et un retard de développement. Donc vous voyez dans le tableau ci-dessous, au niveau de certaines dysfonctions, peu de mémoire, des difficultés de transition d'opérations concrètes à logique, des problèmes d'hyperactivité, des allergies, des énurésies, sont principalement dus à certains réflexes, entre 54% et 78%, ce qui démontre bien le lien entre les réflexes primitifs qui ne seraient non intégrés et les troubles d'apprentissage. Vous comprenez donc bien qu'une intégration incomplète des réflexes primitifs peut être une des causes de TDA, de troubles de concentration, de dyslexie, de dyspraxie, de dyscalculie, de difficultés d'apprentissage, de retard du développement, retard de langage, des troubles auditifs, des troubles d'anxiété, ou encore d'une extrême timidité, d'un manque de confiance, d'efforts fastidieux ou de sensations permanentes d'être submergés. Car tous ces enfants sont en fait en mode survie et ils mettent en place des systèmes compensatoires pour y arriver. Mais c'est pour eux très très difficile. En tant que professeur, vous pouvez maintenant vous dire que la difficulté de l'enfant est peut-être due à un réflexe non intégré. Si vous avez des élèves qui ne tiennent pas en place, qui sont inattentifs, si un élève a été diagnostiqué TDA ou 10, qui présente des difficultés d'écriture, qu'il a du mal avec les chiffres, lit de façon très saccadée, qu'il a des difficultés de coordination, qu'il recopie difficilement un texte au tableau, qu'il se tient avachi à sa table de travail, vous pouvez avoir un petit signal d'alarme qui vous dit « pensée réflexe ». Ce que vous pouvez faire en classe, en tant que professeur, c'est par exemple des exercices de brain gym. Alors, il sera important de commencer par boire pour hydrater le corps, et puis ces exercices vont aider les enfants à améliorer leur apprentissage et avoir une meilleure concentration. La brain gym va renforcer la connexion entre les deux hémisphères du cerveau. Je vous rappelle que l'hémisphère gauche gère tout ce qui est détail, logique, l'effort, le langage, tout ce qui est analytique et la mémoire auditive, alors que l'hémisphère droit va lui gérer tout ce qui est plus dans la globalité, dans l'intuition, dans la créativité, dans l'émotionnel, tout ce qui est artistique et mémoire visuelle. Donc le fait de faire des exercices de brain gym va remuscler notre cerveau. En brain gym, on travaille sur 3 dimensions. La première est celle de la ligne médiane pour travailler sur la latéralité. Donc voici les mouvements que vous pourriez faire avec vos élèves. Voici maintenant des exercices énergétiques qui vont travailler sur le centrage. Ils vont permettre aux enfants d'être beaucoup plus calmes et d'être beaucoup plus attentifs en classe. Ce sont des exercices que vous pouvez faire après la récréation ou après le temps de midi. Vous verrez alors à quel point ils seront plus réceptifs à ce que vous leur apprendrez. Enfin, la troisième dimension qui concerne des activités d'allongement pour la focalisation.
Voici ces 6 exercices que vous pourriez essayer de faire aussi facilement en classe. Je voudrais encore vous montrer d'autres exercices qui vont permettre de libérer l'intelligence par le mouvement. Ces exercices sont peut-être difficiles à faire en classe par manque de place, mais ce sont des mouvements que vous pouvez faire dans la cour de récréation ou que les élèves peuvent faire avec leur professeur de gymnastique. Vous avez ici des exercices de rampée, ça peut être des rampées unilatérales sur place ou encore des rampées croisées. Vous pouvez les faire se balancer d'avant en arrière, les faire ramper sur le ventre, ramper sur le dos. Vous pouvez aussi leur faire faire des roulades sur le côté ou encore un exercice qui s'appelle la banane. Ils peuvent aussi faire cet exercice qui s'appelle la marche croisée ou encore un 4 pattes unilatéral ou un 4 pattes croisé. Voici donc quelques exercices que je fais faire aux enfants qui viennent me voir, qui ont des troubles d'apprentissage et qui veulent travailler sur des réflexes qui n'auraient pas été intégrés. Vous voyez donc qu'il s'agit d'une série d'exercices. Il y a des exercices passifs, d'autres actifs et d'autres qui se font à genoux. Ce sont des mouvements qui se font essentiellement au sol ou sur une table de massage, qui travaillent très en profondeur et qui recréent des connexions neuronales. Tous ces exercices, en fait, sont une imitation des mouvements rythmiques que faisaient les bébés ou qu'ils n'ont justement pas fait, et donc recréent dans le cerveau des connexions. Les mouvements rythmiques vont avoir différents effets sur le comportement de l'enfant. D'abord, ils vont améliorer la posture, ils seront beaucoup moins avachis et auront un meilleur tonus musculaire. Ils vont améliorer la respiration et l'endurance et vont réduire de façon conséquente l'impulsivité. Ils aideront aussi l'enfant à réguler son niveau d'activité et à rester beaucoup plus calme. Au niveau de l'apprentissage, les mouvements permettront d'améliorer de façon très significative l'apprentissage au niveau de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, des troubles dyslexiques et autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur les réflexes primitifs et les liens avec les troubles d'apprentissage, voici quelques liens que je vous suggère de regarder et qui vous permettront d'approfondir ces connaissances. Voilà, ma présentation est terminée. J'espère que je vous ai sensibilisé à ce qu'étaient les réflexes primitifs et aux liens qu'il pouvait y avoir entre des réflexes non intégrés et les troubles d'apprentissage. Vous l'aurez compris, c'est un peu comme si on construisait une maison sur des fondations qui ne sont pas solides. Donc travailler en amont sur les réflexes primitifs est vraiment la base pour développer le potentiel des enfants. Mon objectif est de développer ce potentiel qui existe en chaque enfant. C'est vrai que pour certains, c'est plus facile que pour d'autres, mais ils ont tous en eux des étincelles. Je les aide à les faire grandir en confiance, en mettant en valeur leurs qualités et leurs forces. Si nous nous unissons tous aujourd'hui, en tant que parents et professeurs, les enfants pourront apprendre dans le plaisir et aller à l'école en étant heureux.